Charles, enchanté, enfin, on s'est déjà vu, mais content de te revoir encore. Merci de prendre le temps. Donc enfin, on reprend un petit peu les épisodes des premiers employés parce que ça faisait, 5-6 mois qu'on n'en avait pas fait avec OVNI, et je trouve que ça fait toujours sens parce qu'à chaque fois, c'est des parcours un petit peu différents qui viennent sur les podcasts. Donc voilà, le concept de ce podcast, c'est de permettre à des gens, qui sont intéressés par ce parcours pour rejoindre une start-up, au tout début de l'aventure, de pouvoir se projeter et de voir si c'est fait pour eux ou pas, ce type d'emploi. Et donc l'idée, c'est de vraiment investir tout type de profils qui ont rejoint des startups en tant que premiers employés pour avoir un panel assez large de retours. Enfin, on m'a beaucoup parlé de toi. On a pu prendre un café, donc c'était cool de voir ton parcours et je me dis que ça pourrait faire sens, enfin, si je m'étais dit que ça pourrait faire sens pour toi de venir partager ton parcours sur ce podcast-là parce que, bah, tu étais pas forcément prédestiné à venir dans la tech. Beaver, c'est une boîte qu'on aime beaucoup chez OVNI aussi, et donc voilà un petit peu le contexte, de ce podcast, quoi. Hem, Merci de m'accueillir. comme je disais, on a pris le temps de se poser ensemble, pour moi déjà que je comprenne d'où tu viens et tes motivations, mais est-ce que tu pourrais peut-être te présenter en 1 ou 2 minutes pour les gens qui ne te connaissent pas? Et ensuite on pourra aller, vraiment dans le vif du sujet. Trop bien. Bah, rapidement, moi c'est, Charles Laurin, j'ai 25 ans. Je viens de quitter, l'aventure qui a été la plus riche pour moi, jusqu'à maintenant, qui est Beaver, après 2 ans et demi. Mon parcours, pour commencer au lycée à 17 ans, je savais pas trop ce que je voulais faire. Peut-être avant de passer sur, Ouais, vraiment, enfin ton adolescence et tout, ouais, qu'est-ce que tu faisais chez Beaver? Pourquoi tu les as rejoints? ouais. Enfin et grosso modo en 2 phrases, qu'est-ce que fait Beaver aussi? Ouais, donc Beaver, c'est une solution, pour, la compliance ESG. Donc en gros, de la même manière que tu avais un marché, il y a toujours ce marché-là de la cybersécurité où, bah, les startups ont besoin de montrer patte blanche sur les sujets, data security. Beaver s'est monté pour remplacer les consultants RSE et aider les entreprises à préparer leur conformité, leur, label, leurs certifs, tu vois? Le Vanta de l'ESG, Le Vanta de la RSE comme on disait. de la RSE, OK. Voilà, exactement. Et donc toi, tu les as rejoints en qualité de sales à l'époque, mais en fait, quand tu étais un peu, un jack of all trades, tu faisais Ouais, de tout, quoi. ouais, le titre c'était, sales lead, quand j'ai rejoint, Pierre et Étienne en janvier 2023. OK, OK, très bien. Bon, on est allé enfin, cool d'avoir la présentation. Peut-être preneur de repartir, plus loin dans ton parcours. Comment tu étais à 17 ans? Est-ce que tu savais déjà un petit peu le chemin que tu voulais tracer, les industries qui t'intéressaient? C'était qui Charles, pendant le lycée? Ouais, moi les industries, je savais pas trop ce que ça voulait dire, à 17 ans. À 17 ans, je changeais de lycée, donc j'ai grandi, moi j'étais plutôt dans le coin de Bordeaux et j'arrive, à Stan à Paris, donc lycée élitiste et je me souviens à Stan, il y a même une semaine pour préparer l'année, donc tu peux t'inscrire en rab et d'avoir une semaine de cours de plus, donc mes parents avaient la bonne idée de me mettre à ça et Ça, c'était j'arrive en et terminale? ouais, terminale quoi. OK. C'est très rare en plus d'arriver dans ce lycée en Ouais. terminale parce ils ont beaucoup de filtres pour s'assurer que tout le monde a une mention très bien et puis j'ai la chance d'être pris et j'arrive et en fait, bah, moi je porte des t-shirts sous mes chemises, j'ai les cheveux longs, je suis plus bronzé que les autres et hem et c'est un peu ça ma place, je crois, pendant toute l'année à Stan, où je suis, le hippie, ou le gars un peu plus cool qui fait de la musique et du sport et j'aimais beaucoup les lettres, mais voilà, je savais pas exactement ce que je voulais faire de mon avenir professionnel. Je savais ce que j'aimais vivre et j'avais beaucoup grandi dans le sport et la musique, quoi. OK, d'accord. Hyper, et donc à l'époque je vais mettre mon truc. Ouais. Donc à l'époque, donc tu arrives à Stan, preneur d'en savoir plus sur, quel genre de lycéen tu étais. Enfin, tu étais le gars cool et tout, mais dans quel environnement tu as grandi? Est-ce que tu avais déjà des parents qui étaient dans la tech? Est-ce que c'était pas du tout le cas? C'était quoi, enfin, tu vois, ton ton approche de ce type de métier? Est-ce que tu avais des gens dans ta famille qui faisaient ça déjà? Ouais, alors, donc ma famille, non, hein. Mon papa, il a failli devenir prêtre, il a fait le séminaire et ma maman, elle avait 3 ans d'avance au lycée et ça l'a bouffée, en fait et elle a été anorexique et en fait, au final, mes parents ont pas du tout fait de grandes études ou de grandes écoles OK. et hem et ils ont eu, 7 enfants, dont moi et je pense qu'ils ont projeté, ce qu'ils ont pas réussi à faire, sur nous, tu vois? Et ils ont vraiment tout le temps poussé pour qu'on ait, une grande excellence académique. Moi, à 11 ans, ils m'ont sorti du système français pour me mettre dans une école anglaise, avoir, cours le matin, sport l'après-midi. Ça a été vraiment fondateur pour moi aussi et
et ouais, ils ont toujours poussé pour qu'on fasse de grandes études. On a une éducation assez traditionnelle, tu vois, OK, catholique, française, famille nombreuse, quoi. En OK. province, nous, on vient de Niort et voilà, ça ressemble à ça, d'où je viens. OK, très clair. Donc tu arrives à Stan, c'est quoi les tu avais aussi le rugby dans ta vie? Je sais pas si c'était déjà le cas à l'époque? Si, carrément, ouais, ça faisait 10 ans que j'en faisais. Et donc, enfin, comment tu formules ton ambition? Est-ce que ça passe plutôt par le sport du coup? Est-ce que tu arrives quand même à la transférer sur les études? Et ouais, enfin, qu'est-ce qui se passe après le lycée pour toi? Ouais, bah, mon année de terminale, j'étais en rééducation de mon premier croisé, donc dans tous les cas, il y avait pas de ça, mais je me projetais déjà sur l'année suivante et je savais que j'avais envie de reprendre et j'avais envie de jouer. Donc dans mon choix, d'études, je cherchais aussi une opportunité de pouvoir faire beaucoup de sport et quand j'ai eu toutes les différentes écoles ou tu vois, cursus, à suivre, ça a été, le critère numéro un, c'est: «Est-ce que je pourrais faire beaucoup de sport?» Je pensais pas du tout à ce que cette voie me donnerait comme issue professionnelle. Je OK. me projetais pas dans le fait de travailler. Mais je voulais faire beaucoup de sport et passer des bons moments comme je le faisais depuis que j'étais petit à l'internat, quoi. Je j'allais pas plus loin que ça. Donc tu essayais de passer par les structures genre Pôle Espoir, ce type d'environnement ou pas du tout? Non, en gros, j'avais 3 grandes voies. J'avais, la prépa, hein. Toute la plupart des gens qui sortent de Stan vont en prépa. Moi, j'ai été pris à Stan et à OK, Danielou en prépa lettres. Sinon, j'avais, le cursus anglais, donc là, j'avais contacté les équipes de rugby de Bath, de Exeter, tu vois, Warwick et enfin, il y avait, McGill, à Montréal, où c'était intéressant parce que on avait des frais, moindres en tant que Français, du fait d'accords historiques entre, la France et le Canada OK. Et et donc toi, tu as choisi du coup McGill? ouais, j'ai choisi McGill, sur un programme un peu hasardeux entre histoire et philo. Mes parents avaient peur que je trouve pas de travail et que ça coûte beaucoup d'argent, mais en août, juste avant la rentrée, ils m'annoncent que des places se sont ouvertes en business et au final, après réflexion, je fais ce cursus-là, donc ça se décide vraiment juste avant la rentrée et moi, je suis allé là-bas avec le rêve américain d'un enfant de 18 ans, tu vois? Qui devient libre, qui s'affranchit des années de famille, d'éducation assez stricte et là-bas, j'ai pu, ouais, en effet, jouer à fond et vivre des super moments, quoi. Donc, quand tu dis jouer à fond, c'était quoi? Enfin, tu t'entraînais presque tous les jours, sur le rugby? Tu étais dans une perspective de haut niveau? Tu voulais vraiment percer dans ça? Tu crois pas vraiment, mais il y a un programme qui s'appelle étudiant athlète, donc on a ce Ouais, statut et on a accès à des infrastructures incroyables. Il y a beaucoup de fonds aussi derrière dans le sport. C'est une belle image, là-bas aux États-Unis, au Canada et heu et donc on avait, 3-4 entraînements par semaine. On devait aller à la salle 3 fois par semaine, puis tu avais match le week-end, c'était pris, quoi. OK. Hem, Ça Oh, ressemblait à ça. Quand ouais, tu donc arrives, à 18 ans, tu es un first year, donc c'est difficile de rentrer dans l'équipe aussi. Et moi d'ailleurs la première année en universitaire, j'ai eu du mal à rentrer dans l'équipe 1 et j'ai trouvé, je revenais de mon 3e, j'avais du mal à me montrer à l'entraînement et au final j'ai pu, être pris en sélection Québec parce que là, ils m'ont fait des essais, je me suis senti bien et je me suis en première année développé surtout grâce à la sélection. tu as joué pour le enfin, tu as joué pour le la région du Québec, en gros, Ouais, dans c'est l'équipe ça. 1? OK. On allait à New York, Tu enfin avais une scholarship avec, McGill? Enfin, ils font ce type non, de il y avait pas de bourse. OK. Mais on paye déjà beaucoup moins cher qu'au UK et je conseille vraiment cette voie, d'ailleurs, Alors s'émanciper, ouais, malheureusement, moi, sur le judo, c'était pas du tout un sport universitaire, tu restes en France. ouais. Mais OK. Et donc toi, à ce moment-là, tu penses qu'au rugby, en fait? Tu penses pas forcément à l'après-carrière? Pour ça m'amuser, je me mets dans un groupe de rock aussi, tu vois? Et je fais de la guitare, on chante et j'ai l'impression de vivre un rêve et je vais en cours parfois et j tu vois, j'ai 18 ans et ouais, je pense surtout à optimiser le bon temps et ce qu'on appelle le temps libre quand on est un enfant et j'ai Ouais, encore cette mentalité à cette époque-là, tu vois? OK, OK. Et donc tu fais 3 ans là-bas, Ouais, 3 ans le et demi. bachelor? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe côté rugby, et qu'est-ce qui se passe ensuite? Comment tu arrives, sur la les plages de Barcelone? Ouais, côté rugby, en 2020, donc il y a le covid, moi, qui strike et donc là, on rentre en France, et en fait, je découvre l'opportunité d'aller travailler, pendant l'été, à Summer Rocks, qui vend des événements privés, sur les plages et je me projette d'aller jouer en Espagne ensuite, à Valence, à la rentrée de septembre 2020 puisque les cours sont en ligne. Je me dis: «Je vais OK. passer une année, en Espagne à jouer». Donc je décroche un contrat, tu vois? Je contacte toutes les équipes et je décroche un contrat avec l'équipe de Valence où j'ai un logement et des petites primes de match et je vais faire mes études en ligne et ça m'allait bien, quoi. Je me suis dit que je me mettrais au padel au passage et que j'allais vivre une belle année. Puis premier entraînement, je me fais les croisés donc je rentre en France, en ambulance, de Valence à Niort.
OK, Voilà. et après petit séjour, à Cap-Breton Ouais, pour après j'ai fait vérifier. plusieurs séjours à Cabreton, j'ai croisé tes collègues aussi, du judo. Mmh mh, Ça mmh. c'était mon 2e creuset. OK. Donc bon, là, j'imagine que tu t'écartes un peu du rugby après toutes ces blessures, surtout c'est Ouais, quand même c'est les 2 ça, plus grosses blessures, que tu peux avoir en tant que sportif. Hem, c'est quoi ton expérience à Summer Rocks? Parce qu'en gros après tu passes quand même un petit peu de temps là-bas. ouais. Tu faisais quoi? Tu faisais du sales? Tu allais voir les gens, sur la plage et tu les convainquais de rejoindre le festival? Comment ça se passait? Ouais, c'est ça. En fait, donc Summer Rocks, ils vont négocier des deals avec des boîtes, avec des bateaux, avec des hôtels, des grandes piscines et ils vont Ouais, organiser des beaux événements pour les touristes OK. et hem et donc notre rôle, c'est très pyramidal, mais ceux qui sont tout en bas de la pyramide, donc quand tu arrives, tu as 20 ans, tu fais ça, ou 19 ans même, tu vends des soirées. Donc tu vas voir des inconnus, tu leur promets, de belles choses et tu essaies de les convaincre de pas seulement, prendre ton flyer et partir, mais vraiment faire la vente sur le moment et donc te faire une transaction, que ce soit sur Lydia, Revolut. Moi, j'ai accompagné tout le temps les gens au distributeur pour avoir du cash et c'est une vraie vente, quoi et ça peut être parfois 1 000 € d'un coup, tu vois? Si OK, tu vends, une énorme table à un groupe de 15 Suédois avec un peu d'argent. OK. Tu fais ça pendant combien de temps? Je fais ça d'abord 2 étés en tant que saisonnier, Ouais, en revenant du Canada, tu vois? Et après je fais ça en 2022, je reviens, sur l'équipe internationale et c'est vraiment ce que je considère être mon 1 job, je suis à temps plein et je le vis pas comme un job saisonnier. J'ai plus d'études derrière, je viens vraiment pour commencer ma carrière et continuer de grandir aussi en tant que coach, formateur, manager, dans cette boîte où tu grandis de manière pyramidale. donc c'était quoi? C'était 8 mois? Enfin, le temps de l'été ou? L'été, ça dure, c'est des saisons qui durent 3 à 4 mois, donc moi je faisais, une partie de ça et ensuite, ouais, de janvier à septembre 2022, OK, c'est ça, avant de commencer mon premier taf ensuite, en France. OK. Donc en gros, tu charbonnes quand même pas mal c'est quand même un travail, de charbonneur, quoi. Tu vas voir les gens, tu dois Ouais, les convaincre, tu dois avoir un peu de bagot aussi. ouais, Hem, qu'est-ce qui se passe dans ta tête pour, aller chez Beaver? Déjà, comment ça se fait? Comment tu as vendre l'opportunité? Parce que tu arrives, je crois 3e employé à l'époque ou premier employé, mais il y avait déjà les 2 cofondateurs. ouais. Comment tu as eu vent de l'opportunité et pourquoi tu t'es dit que c'était pour toi? Parce que c'est pas vraiment le même, univers. Ouais, bah, déjà je me suis dit: «J'aurais pu rester à Barcelone», tu vois? Tu gagnes super bien ta vie. J'ai OK, jamais, touché un aussi bon salaire que quand j'étais là-bas, jusqu'à ce jour, tu vois? Vraiment, on gagne énormément d'argent si on les gens nous voient comme des gars un peu, sur la plage, on paye une vie de ouf, mais sur les 200, les 10 qui vendent le plus, sont très performants OK. et Toi, tu étais dans les meilleurs performeurs? ouais, bah, je venais vraiment que pour vendre, donc OK. j'allais pas aux soirées et j'étais là pour vendre et je me défonçais, j'adorais ça et j'aimais bien le côté compète aussi. On était, tu vois, tous au même niveau Ouais, OK. et ça, j'adorais et ensuite, je rentre en France avec ma copine et donc je trouve un boulot, je me dis: «J'ai envie de monter des trucs», je sens que j'ai pas envie d'une très grosse boîte, je le sens, c'est la seule chose que je sais à mon sujet et donc je trouve un cabinet de recrutement qui recrute, son premier employé. Ils disent qu'ils ont pas de bureau, bah, ça m'attire et je rejoins un petit cabinet de recrutement dans la tech. Hem et littéralement, on va monter le bureau IKEA, ça m'attire en fait, ça dure que quelques semaines parce que je me rends compte que j'ai pas énormément de fit avec les personnes, j'ai pris ce boulot, un peu par défaut et j'ai la mission aussi, à l'époque me nourrissait pas assez intellectuellement, je pense et donc je quitte, au bout de quelques semaines et on se retrouve là en décembre 2022 j'ai découvert Welcome to the Jungle parce que j'étais dans le recrutement. J'ai découvert la tech aussi à ce moment-là et je cherche un boulot où il y a marqué qu'il y a pas beaucoup d'employés. C'est la seule certitude que j'ai, hem et donc là, je mets le filtre, 1 à 15 employés et je tombe sur une offre de Beaver qui s'appelait, Sales Lead ou Head of Sales, je sais plus. OK. Comment tu fais pour, tu vois, Beaver, le fondeur, il vient du BCG, CTO, c'est Samsara, Ouais, donc c'est des gens qui ont des grosses, références et tout. Comment ça s'est fait, pour toi de rentrer dans le process de sales lead? Parce que tu viens d'un monde où il y a pas de produit, il y ouais. a pas de stratégie grosse, il y a pas de tu vois, comment tu as réussi à les convaincre, sur l'entretien? Comment ça s'est passé l'entretien et qu'est-ce qui a fait la diff, selon toi? Ouais, mais ça, je sais pas encore. C'est vrai qu'avec les filtres qu'on avait, ensuite quand je suis arrivé et quand moi je recrutais, on m'aurait jamais recruté et c'est vrai que parfois je me dis: «C'est une bonne pioche pour tous les 2. Hem, je dirais pas que j'avais pas de produit, le produit était vraiment différent sensiblement, ouais et la stratégie de croissance c'était, bah, vendre quoi. C'est vrai que c'était pas hyper développé et quand tu arrives, Pierre utilise beaucoup d'acronymes. Au début, je comprends rien, je prends des notes et je vais regarder sur internet au premier call, heureusement, c'est surtout moi qui me présente ensuite je peux poser quelques questions
et je me prépare énormément pour le deuxième call où j'ai essayé de comprendre ce que ça veut dire SaaS, tu vois? Ou, OK. RSE, j'avais pas compris ce que faisait Beaver, mais j'ai de la chance, c'est qu'eux non plus à cette époque et hem et en fait, très vite, il y a le très vite dans l'entretien, on se retrouve à prendre une bière avec, Pierre et Étienne et ça, c'est un exercice dans lequel, pour le coup, je suis assez à l'aise et c'est l'occasion de leur demander pourquoi ils font ça, pourquoi vous entreprenez, qu'est-ce qui vous attire, vous venez d'où? Et en fait, c'est en effet de profils, très analytiques, très intellectuels, tu vois? On a IX, HEC, grand cabinet de conseil en effet et hem et je sens tout de suite qu'on est hyper complémentaires et que, bah, je peux énormément apprendre d'eux et en même temps, moi, j'avais peut-être pas de produit de CRM et tout ça, tu vois? Mais Mmh, mmh mh. mais Pierre, il avait grandi à Versailles, il a fait sa prépa à Versailles, il allait à HEC, puis il allait au BCG. Peut-être qu'il avait pas non plus, le côté hustler Sales, ouais. ou full démerde que moi j'avais vécu et donc ça ensemble, ça pouvait faire quelque chose de top, quoi et OK. on l'a vécu. Tu as fait que cet entretien-là? Tu as pas fait plusieurs entretiens dans d'autres startups, pour, être certain que tu voulais rejoindre cette startup-là? Si, maintenant que tu le dis, j'étais aussi en process, chez Matera et OK, chez Alan et heu OK. et voilà et donc chez Matera, j'avais l'opportunité d'être SDR. Je savais pas ce que ça voulait dire, mais j'étais content qu'on me porte de l'intérêt et Alan, c'était un poste, account exécutif. OK, et donc toi, tu as choisi Beaver vraiment parce que c'était, la typologie de boîte où il reste tout à faire, et en plus de ça, tu aimais bien le moteur, des fondateurs, quoi? Surtout, j'aimais beaucoup les fondateurs. OK. J'ai rejoint juste pour ces 2 personnes-là que je trouvais, brillantes, que j'admirais énormément que j'admire encore aujourd'hui et j'avais rien compris au reste. J'avais rien compris du tout. Juste, je m'étais dit: «Waouh, trop bien la bière» et je suis Mmh. allé sur ça, quoi. OK. Est-ce que tu te souviens de ton premier jour? Est-ce que tu as des anecdotes à raconter? Et après, preneur de débouler sur tes missions, qu'est-ce que tu faisais, chez Beaver? Premier jour, onboarding à Station F, donc là, je rentre dans la start-up, tu vois? J'ai un sac, je m'habille, bien quoi et j'ai un peu de pression et une fois l'onboarding fait, je retrouve Pierre et Pierre me dit: «Allez, c'est parti, on a un call» et là, il me met dans un call et je dois le shadow et le coacher sur ce qu'il fait. Pierre avait jamais fait de sales avant et en fait, la particularité du rôle, c'était pas, une transmission de founder-led sales à premier sales, mais Mmh. vraiment, il faut tout construire et heu et donc il me demande de le coacher. Donc en même temps, moi, je tape sur Google, 1 call SaaS, tu vois? Et je me dis: «Il faut que tu te dises des trucs». Je lui ai quand même vendu pas mal de choses en entretien et là, c'est un moment assez marrant où, à la fin, il me demande de débriefer, il me demande mes notes et tout et moi, je le conseille alors que j'ai aucune idée de ce que je dis. J'ai vraiment aucune idée de ce que je dis. Je trouve des frameworks, de qualification comme Bant pour la première fois et heu et ouais et je suis complètement puceau des sales, tu vois? Et ça, c'est un peu le premier call où je vois comment ça se passe. C'était avec une boîte de textile, dans le Nord et Pierre m'a donné ça, donc il était 10 heures et j'ai compris que ça a été vraiment, un moment super fort parce que j'ai compris que j'allais avoir du leadership et que j'allais pouvoir dire des choses et que ça servirait à quelque chose. Et ça, c'était un moment immense où le CEO, alors c'était une boîte qui est CEO de personne, hein, mais le CEO me demandait quoi faire et j'ai adoré en termes de ce que ça me donnait comme place pour m'exprimer. Mmh, c'est intéressant. Est-ce que tu enfin, toi, tu as pas du tout pris le truc en mode syndrome de l'imposteur, ça t'a plutôt donné envie, en fait? Ouais, c'est tellement stimulant. Je l'ai eu après le syndrome de l'imposteur quand ça a commencé à grandir et que les gens me disaient: «Ah, c'est toi le dev sales de Beaver?» Je dis: Ouais, mais j'ai pas d'équipe» OK. et ouais, ça peut-être plus tard, mais au début, je me souviens, premier one to one avec Étienne, je respecte, tu vois, les gars qui ont ce genre de parcours. Ils me disent: «Charles, faut que tu prennes du leadership, faut que tu nous expliques comment ça se passe» et intérieurement, je me dis: «Mais je sais pas comment ça se passe moi» et en fait, derrière, je lisais des bouquins, je regardais des vidéos YouTube et c'était ma seule manière d'apprendre. Je me suis vachement nourri des ressources de Gong et OK. je crois beaucoup à la théorie, pour apprendre. Moi, j'ai étudié une mineure en philo, donc j'avais aussi pas mal bossé sur le fait qu'on peut apprendre aussi de manière rationnelle et c'était quelque chose qui m'était cher et donc j'appliquais tout simplement ce qui était écrit dans la science, et la théorie fine des sales qui était Gong pour moi. OK. Parce que tes missions, c'était principalement du sales? Ou alors vu que tu étais quand même le 3e employé, bah, en fait, tu devais aussi t'occuper du recrutement, peut-être, des aspects produits, ops? Ouais, la fiche de poste, c'est générer du revenu. Je pense qu'on s'est trompé d'ailleurs à l'époque, on se mettait des objectifs d'ARR alors que, tu vois, à refaire nos objectifs et quand j'ai ouvert d'autres pays, on l'a plutôt fait comme ça. Ça devrait être de comprendre nos clients, essayer d'aller leur parler, mais de poser des questions plutôt dans le but de savoir, quels sont leurs problèmes, plus que, essayer de leur vendre quelque chose qu'on n'a pas encore. Donc c'est vachement important au début et ensuite naturellement, bah, tu vas aider à recruter, à faire un peu de marketing, et en fait, quand j'ai regardé mon taf sur la première année, je me suis rendu compte que j'étais, ce qui correspond, founder associate, Mmh. chief of staff, avec,
un fort ancrage, sales quoi. OK, Mais, ouais, il y a forcément un peu de tout, quoi. OK. Est-ce que bon, tu as fait 2 ans et demi chez Beaver, donc là, on parlait du tout début, mais en fait, la boîte se développe très bien. Ouais. Aujourd'hui, ils sont plus de 50 ou 60. Ouais, je crois qu'ils sont à peu près 50 là, ouais. Ouais. Beau tour aussi avec, des beaux investisseurs, enfin, ça marche bien pour eux. Même si c'est encore le début, mais toi, tu es vraiment arrivé au tout, tout début. Est-ce qu'il y a eu des Est-ce que tu te souviens de moments particulièrement galères? Est-ce que tu te souviens de belles victoires aussi? Enfin, tu vois, tu disais que c'était une expérience qui t'avait vraiment enrichi. C'est quoi le retour que tu peux faire sur cette XP? Ouais, c'est hyper riche. Donc, si tu tombes sur la bonne boîte et les bonnes personnes avec qui, le vivre, parce que c'est vraiment une aventure que tu vis, ça peut changer ta carrière. Moi, je considère que ça a vraiment changé la manière dont je vois le travail et mes compétences aussi. J'ai pu tellement apprendre. Sur les galères, on en a vécu, je sais pas si la question était au pluriel ou pas, mais on en a vécu, genre, tellement. Je pense qu'il y a un moment un peu de crise où on est en avril, donc moi j'avais rejoint tout début janvier et et là, on se sépare de stagiaires. C'est rare, tu vois, d'écourter une période de stage. Moi, j'avais un stagiaire aussi à l'époque, on s'en sépare. Pierre et Étienne me disent qu'en gros, va falloir qu'on se focus, va falloir qu'on fasse un truc bien parce que là, on dans le pipe, il y avait tout et n'importe quoi. Le premier d'ailleurs, premier deal que j'avais signé, c'était un club de foot et en D2 belge et pour l'anecdote, là, ils vont devenir champions de Belgique probablement en Mmh. D1, donc magnifique. Peut-être que c'est grâce à la RSE et Le karma. et ouais, donc ça, c'était les galères de on sait pas ce qu'on fait, on rate des levées de fonds aussi, tu vois? Et moi, je me demande, moi, je me remets en question personnellement. Je me souviens d'un entretien ou plutôt d'une annonce de quarter où Pierre, à la fin du lancement du quarter, annonce qu'une personne va nous quitter. Il y avait une 2e fille en CDI qui s'appelait Barbara et moi, je fonds en larmes, dans la salle de réu, tu vois? J'étais très sensible, j'avais pas les codes, tu vois? Et je me dis: «Bah, j'ai envie de pleurer», je pleure et j'étais trop mal parce que je me sentais responsable de son départ. Je me dis: «J'ai pas réussi à signer» et je m'en voulais énormément et et en fait, à l'époque, Pierre vient me voir et me dit: «Étienne aussi, écoute, Charles, c'est pas de ta faute, nous aussi on sait pas, on va continuer d'apprendre, on veut que tu sois dans l'équipe, on compte sur toi» et ça m'a boosté, tu vois? Mais ça, c'était des moments difficiles où, en plus, comme tu gères le revenu, ben, si tu en amènes pas, Mmh. la boîte derrière, il y a plus personne, quoi et on c'est Ouais, ce moment-là, on se retrouve vraiment juste tous les 3. c'est souvent ça, en fait, les sales, déterminent aussi la culture et si ça se passe bien en interne dans la boîte, quoi. Ouais. À partir du moment où tu fais pas rentrer d'argent, tu as l'impression que tout ce qui découle est un peu de ta faute. Ouais, moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti à ce Ouais. moment-là et un peu de culpabilité carrément. Et puis dans les grandes victoires, les premiers clients que tu signes au contraire, tu vois? Donc ce club de foot, la Royal Union Saint-Gilloise. Mais aussi, je pense la première fois que, on a un client qui tombe chaque semaine, et ça, c'était en septembre 2023. Je venais d'onboarder Hugo, en sales et là, toutes les semaines, on a un client qui tombe et là, je me dis: «Putain, Hugo, il va croire qu'en fait, ça marche super bien, je suis trop content, quoi, pour, c'est génial pour l'onboarder» et puis je suis fier aussi d'avoir autant de pipe et en fait, à partir de ce moment-là, je crois qu'on a plus une semaine où on n'a pas signé de client, quoi et c'est, ce qu'on a cru à l'époque être un product market fit. Ça n'était pas exactement pas mal de raisons, mais en tout cas, ça C'était quoi les raisons? c'était des signes, des signaux hyper, hyper enthousiasmants. Qu'est-ce qui a fait qu'en fait, c'était pas un vrai PMF? Parce qu'on n'avait pas vraiment de produit, on était bon pour les écouter et leur OK. vendre, des choses, qui mais on vendait surtout du conseil. En fait, on était Ouais. 3 et la manière dont on bossait avec, Pierre et Étienne, c'est, moi enfin, Pierre, il donnait une vision, il essayait de réfléchir à un produit, puis il était surtout consultant pour nos clients. Étienne, lui, il codait et il essayait de faire des features en fonction de ce que Pierre demandait et moi, j'ai essayé de trouver des gens qui étaient prêts à payer pour tout ça. OK. Mais ça ressemblait pas pas vraiment à une boîte qui a un TMF. OK. Est-ce que tu as senti à un moment donné, tu vois, un espèce de, plafond, en termes d'apprentissage dans la boîte? Est-ce que enfin, tu vois, tu as eu une période, souvent on parle à des gens qui sont arrivés juste après le PMF, qui est déjà un peu, tôt dans l'aventure, mais toi, tu es arrivé vraiment avant. Hem, ouais, est-ce que tu as ressenti cette espèce plateau où il se passe pas grand-chose et tu as pas forcément envie de rester parce que, tu crois plus vraiment, à l'avenir de cette boîte? Non, jamais. Je le suis encore aujourd'hui, je suis convaincu que cette boîte, elle va être incroyable et elle a tout le potentiel pour. À partir du moment où on a commencé à fonctionner en tant que boîte, tu vois? C'est-à-dire, générer des clients, quoi, c'est ça une boîte, et du revenu,
ça a fait que s'emballer. OK. Et à tout moment où moi, dans mes missions, j'avais pas l'impression d'avoir les compétences, par exemple, là, j'avais l'occasion, grâce à nos invests, grâce à Pierre, de rencontrer des gens qui étaient 1000 fois meilleurs et qui pouvaient m'apprendre, tout simplement, des calls où tu étais en cours, quoi. Mmh. Et mais sinon, non, c'était à chaque fois des nouveaux défis, des nouveaux apprentissages. OK. Et j'imagine aussi que, enfin, quand tu arrives aussi tôt dans l'aventure, tu te, enfin, tu te vois pas comme un premier employé, tu te vois comme un late founder ou limite quelqu'un qui est hyper, enfin, tu vois, Beaver, ça devient limite ton bébé, quoi. Même si évidemment tu as les 2 cofondateurs et il y a des equity et tout, mais genre, c'est pas un travail de salarié, en fait. C'est, j'imagine que c'est, un travail que tu as encore tard dans la soirée, dans tes pensées, que tu y penses peut-être sous la douche, enfin, c'est ce genre de travail, non? Ouais, plus encore. À l'époque déjà, on se rend compte que c'est compliqué de trouver une rémunération qui a du sens, de mettre du variable, donc on coupe une partie de mon salaire pour, que je prenne plus d'equity. Et ensuite moi je donnais tout ce que j'avais, quoi. J'avais pas grand-chose, sinon beaucoup d'énergie et de volonté. Et j'ai en effet, tu vois, j'ai eu 2 arrêts maladie, j'ai pas arrêté une seule seconde après mon opération des croisés. Et hem et en fait, parfois, j'étais même frustré de partir en vacances, ou quand Pierre, il m'avait annoncé qu'on fermerait la boîte, qu'on soit tous en vacances, je crois à Noël. Moi, j'avais envie de bosser, tu vois? Il y a toujours des trucs à faire. et hem Mmh. et je faisais que ça, vraiment. Il y a eu un bon 1 an et demi où Beaver, ça a remplacé énormément d'autres choses de ma vie, tu vois? OK. Carrément, ouais. Et donc là, aujourd'hui, tu es plus chez Beaver, ça fait peut-être un mois, quelque chose comme ça? Exactement. Qu'est-ce qui a amené à ça? Enfin, je sais pas si tu peux en parler, enfin, tu peux dire, ce que tu as le droit de dire, mais preneur de savoir, enfin, qu'est-ce qui s'est passé, dans ta réflexion sur les derniers mois les derniers mois pour partir? Et après on pourra découler plus sur qui selon toi, enfin, qu'est-ce qui selon toi fait un bon 1er employé? Pour qui c'est pas forcément fait et peut-être les conseils que tu pourrais donner à ceux qui veulent s'engager dans cette voie, quoi. Mais peut-être commencer par, bah, qu'est-ce qui s'est passé sur les derniers mois pour partir? Ouais. Bah, bonne question, hein. C'est impossible de s'imaginer, en dehors de cette aventure quand on est dedans, tu vois? Et d'en faire le deuil aussi une fois que ça se termine. Il y a beaucoup de similitudes avec, d'autres formes de rupture, quoi, tellement on est engagé. Mmh, Et hem et en fait, à la fin, je pense qu'il y a plusieurs facteurs, mais la boîte a grandi plus vite que moi j'étais capable de suivre. Et mon rôle a aussi évolué dans la boîte. Mais je pense qu'à la fin, j'étais plus capable de trouver ma place dans cette entreprise qui avait tant changé. Et qui correspondait plus exactement à celle que je connaissais. Et j'avais du mal, du coup, à me projeter et à travailler dans ces nouvelles conditions, tu vois? mmh, J'étais encore trop ancré dans ce que c'était avant, et j'ai pas réussi, quand ça a changé vite, à me mettre à ce niveau-là, et à évoluer à ce rythme-là. Et ensuite, on a des facteurs aussi, conjoncturels, tu vois? Où le ESG a pris un sacré coup là récemment. C'est assez dur quand même pour les boîtes de ESG. Beaver s'en sort plutôt bien grâce à un mmh, bon positionnement, mais là, il y a des nouvelles, des annulations de grandes normes qui font que le marché est en berne. Du coup, on ralentissait beaucoup sur la France. Moi, à la fin, j'étais, sur l'ouverture de 2 pays, UK, US. Et quand Pierre me dit: «Bon, on a besoin de toi plutôt sur la France», là, je me dis: «Je sais pas comment je vais pouvoir m'intégrer dans cette équipe, qui a tellement changé, ouais, que j'ai géré à l'époque, que j'ai recruté». Hem et c'est le moment où on se dit, c'est sûrement le moment pour terminer aussi, l'aventure, quoi. Même si, finalement, la boîte va encore vivre, bien plus de choses, et on est au tout début de l'aventure Beaver, on va avoir des grandes choses pour cette boîte, c'est sûr. J'étais fier d'avoir vécu de 1 à 50, de mmh, 0 à plusieurs millions. Et quand je regardais ça, il y a quelques semaines, je faisais le point, tu vois? Heu, j'étais, heu, j'étais super fier, qu'on ait fait tout ça et qu'on l'ait vécu ensemble, quoi. mmh, mmh mh. Ouais. Donc du coup, enfin, ouais, hyper, c'était plus une question de changement de tâche, je suppose, où quand tu es arrivé, tu faisais, vraiment tout type de tâches. Peut-être au fur et à mesure que la boîte grossit, tu es peut-être plus verticalisé sur un type de tâche et du coup, c'est moins excitant intellectuellement. Et après aussi un espèce de changement de culture au sein de la boîte où forcément quand tu es 50, bah, c'est pas la même culture que quand tu es, 3 et même 10, très clair. C'est tout à fait ça. Mais c'est même ça, tu vois, c'est source de plein d'apprentissage. Et Mmh, ça me nourrit aujourd'hui. Je peux faire le point, me comprendre aussi à la lumière de, ce que j'ai pas réussi
à suivre ou à faire à cette époque. OK. Si on part plutôt sur, maintenant les conseils que tu donnerais à des gens qui veulent, vivre cette expérience-là de premier employé, qu'est-ce que tu aurais peut-être fait différemment toi, il y a 2 ans et demi quand tu as rejoint Beaver? 1 chose. Deuxième chose, est-ce que tu penses que c'est un métier qui est fait pour, tout le monde? Hem et ensuite, tu donnerais quoi comme conseil, ouais, à quelqu'un qui rejoint une boîte, aussi early? C'est quoi les erreurs à pas faire? OK. Déjà, je pense qu'il y a ça s'est plutôt bien passé par rapport à toutes les raisons qui auraient pu faire que ça se passe mal. La plupart des startups, une boîte, elle est vouée à mourir, elle est en permanence en train de se battre pour sa survie, tu vois? Et ça peut être, qu'elle meure dans 10 ans ou dans 1000 et ou dans 1 an comme la plupart, hein. Et nous, on a la chance de la boîte, elle vit encore aujourd'hui et donc il y a des choses qu'on a quand même super bien faites. Ensuite, dans les erreurs, le recrutement, évidemment, on recrutait trop vite, recrutait mal, tout ce qu'il y a dans les livres, en fait, où il y a marqué startup 101 et ça te dit les 10 trucs à pas faire. Tu es obligé de les faire pour les apprendre et ça, pour le coup, je te parlais au début d'avoir un peu de rationnel, de faire confiance à la théorie, en startup. Là, on a vraiment coché toutes les cases, des erreurs à faire et c'est celles-ci qui te font grandir et hem et ensuite, sur ce que moi j'aurais voulu faire différemment, je pense que, j'aurais voulu, plus lire et m'instruire, au moment où, la boîte commençait à prendre pour pouvoir bien suivre le rythme. Je pense qu'il y a eu un passage où, j'étais trop opérationnel, j'ai pas pris assez de recul sur ce que j'étais en train de vivre et ce que j'étais en train de faire OK. et j'ai pas été capable du coup aussi de me mettre à niveau, tu vois? Tu avais la tête dans le guidon en gros? Enfin, Ouais, tu as eu du mal à, à prendre du recul sur la boîte? ouais, ouais, j'avais du mal à comprendre ce qu'on était en train de faire et de vivre et de me projeter parfois à plus de 6 mois, 1 an, je me souviens, j'avais la chance avec Pierre, j'avais un déjeuner, tous les midis, tu vois? Heu, donc on était super proches et on partageait beaucoup et je sentais que j'avais du mal à élever le niveau de conversation et à m'aligner aussi sur Mmh. la vision assez stratégique. OK. Ça m'a pas mal manqué au début, et c'est quelque chose aussi sur lequel j'ai du coup aussi, beaucoup grandi, grâce à ça, quoi. Eux, comment ils faisaient? Parce que c'est vrai que quand tu es normalement, c'est plus les fondateurs qui sont, aussi la tête dans le guidon. Eux, ils arrivaient à prendre du recul justement? Heu, Pierre, c'était son métier, de regarder et conseiller les gens et de prendre du recul. OK. Le plus dur, c'est toujours de faire, tu vois? Ensuite, je pense qu'il y a plein de fois où on n'arrivait pas à prendre du recul, mais ils étaient quand même assez bons pour parfois en mid-quarter, mettre un petit off-site ou prendre un petit déjeuner ou quelque chose pour vraiment sortir la tête de l'eau. Mais c'est très difficile, quoi. C'est très difficile de dire non à ce client, de dire non à cet appel ou d'enlever une journée de travail parce qu'on a envie de se former. On se dit toujours que c'est pas un bon investissement alors que c'est forcément un bon investissement Mmh. et hem et Pierre, il a quand même, cette maturité pour, s'en rendre compte et avoir, enfin, se donner les opportunités aussi de prendre du recul. OK. Tu penses que, un premier employé, il doit forcément être aussi impliqué personnellement que toi, tu l'as été? Chacun a son rapport, au travail, ça dépend de la personne, ça dépend aussi de la boîte et de l'environnement dans laquelle, elle est en train d'évoluer. Moi, je me serais pas vu faire autrement. Je suis hyper engagé dans ce que je fais et dans ce que je vis, de manière générale, que ce soit pour mes projets en side ou pour, l'entreprise pour laquelle je me donne, tu vois? Mmh. Et je considère que, dans ce contrat où en fait tu échanges des points de vie, tu échanges des années de ta vie, contre, une rémunération et surtout énormément de choses, à apprendre ensemble. Hem, Tu te dois d'être, à un niveau hyper élevé d'engagement et il faut être prêt à vivre ça et à donner ça, parce que la plupart des échecs, de recrutement en early stage, c'est justement des personnes qui sont pas particulièrement faites pour survivre, dans ce et surnager aussi dans ce rythme. C'est quoi pour justement sur ça, c'est qui ces personnes? Pourquoi quand tu vois quelqu'un qui tu as sûrement fait passer plein de recrutements, c'était quel type de profil où tu te disais: «Mmh, ça va être compliqué pour toi, je pense que c'est pas fait pour toi ce type d'expérience»? C'est des qualités, ce qu'on appelle, soft skills, tu vois? Et nous, on regardait beaucoup leur propension à l'action. C'est-à-dire, face à un problème, à quel point tu réfléchis, à quel point tu fais et souvent ça il faut avoir un mix des 2 quoi. Mais on privilégiait énormément les personnes qui avaient une propension à l'action qui était élevée
et on appelle, des doueurs, tu vois? Mmh. Donc ça, c'était une, et tout le monde l'est pas, et c'est pas mieux d'être doueur ou de pas l'être, tu vois? Mais c'est important d'être conscient, soi-même de: «Est-ce que moi je suis ce profil-là?» ou quand j'ai un problème, quand quelqu'un me pose une question, je vais pouvoir, très vite, passer à l'action, ou j'ai besoin de temps, j'ai besoin de réfléchir, pour ensuite, donner une meilleure réponse. OK. Et moi je suis quelqu'un de très spontané, très vif, et donc j'ai quand même cette une propension à l'action élevée, ce qui m'a pas mal aidé, qui porte préjudice aussi au moment où tu as besoin, au contraire, de peut-être moins faire et plus réfléchir. Hem ça, c'est vraiment la qualité, numéro 1, je pense. Ensuite, quand tu construis, des aventures comme une boîte, quoi, tu es obligé d'être, humainement très proche et connecté avec les gens avec qui tu fais cette aventure, et donc vouloir bosser en équipe, vouloir bosser avec, des gens que tu respectes, que tu admires, et que quand ils disent quelque chose, tu tu l'imprègnes. Hem, donc ça, c'est aussi, ce côté team, c'est aussi Mmh. très important dans les recrutements. OK. Ouais, donc des gens qui sont dans l'action, qui, bah, sont du coup forcément drivés par les résultats puisque c'est une conséquente, et des gens qui sont, plutôt portés sur l'équipe. C'est peut-être le meilleur combo, quoi. Ouais, et on rajoute un troisième point qui est pas des moindres, c'est, l'excellence. Donc, cette capacité à on est 4, si on recrute une cinquième personne, elle représente, désormais 20 de la boîte, 20 de sa culture. On se dilue aussi, de cette manière, et donc, cette personne, elle doit élever le niveau. Elle doit être meilleure que nous sur un point, et elle doit, raise the bar, tu vois? Et donc Mmh ça, mh, c'était aussi mmh. quelque chose de super important dans le recrutement, et quelque chose qu'on attendait des personnes qui rejoignaient, et quelque chose qui m'a été fait, comprendre dès le 1er call, où Pierre, moi, je me souviens, quand j'ai rejoint Beaver, on m'a dit: «Tu sais, coach-moi sur ce call». Bah, en fait, il attendait de moi que je sois Ouais. meilleur que lui dès le jour 1, et que je le montre, et c'est ce qu'on attend d'un 1er employé, ou des 10 premiers employés, c'est cette capacité à élever le niveau, très tôt et très rapidement. OK. Je pense qu'on a à peu près on est à peu près passé sur tous les sujets. Est-ce que voilà, tu aurais un mot pour des gens qui veulent, s'engager dans ce travail de premier employé dans n'importe quelle startup? Enfin, si tu as quelque chose à leur dire, tu peux le faire maintenant. Ouais, c'est une aventure qui est très gratifiante, même si on s'en rend pas compte sur le moment, parce qu'on mange de la merde, en fait, toute la journée, et on bosse beaucoup. Mais moi, c'est seulement quand j'en suis sorti, et là, quand je fais des process, que je rencontre d'autres boîtes, peut-être des potentiels cofondateurs, ou en tout cas, je regarde un peu ce qui se fait dans l'écosystème, je me rends compte de la qualité et la chance que j'avais de bosser, avec les personnes avec qui je travaillais, et non seulement, Pierre-Étienne, tu vois? Mais Hugo et toutes les personnes, de l'équipe sales, de l'équipe CS, produit, tech, tu vois? Et donc c'est vraiment une chance immense. Par contre, c'est pas fait pour tout le monde. Faut pas se cacher sur ça, c'est vraiment important d'être certain de ce qu'on veut. Moi, ce que j'ai compris, par exemple, et ce que j'ai appris sur moi-même, c'est que j'ai compris l'environnement dans lequel je m'épanouissais, et avant de vouloir rejoindre une startup, c'est important de comprendre, quel environnement cette startup représente, et est-ce que c'est le bon pour toi? Est-ce que tu as besoin de cadre et de quelqu'un qui te guide, et c'est pas bien? Ou est-ce que tu as besoin de liberté, d'exprimer, dans un champ qui est complètement, à défricher? Et moi, je savais que j'avais besoin de ça, donc c'est un choix pour moi assez évident. Mais c'est quelque chose dont il faut être conscient, parce que si on est au mauvais endroit, ça va faire du mal, à la personne, et ça va faire, aussi ralentir la boîte. Mmh. Donc OK, ça marche. Charles, je te remercie pour ton temps. C'était un plaisir de t'avoir avec nous, et puis hâte de voir, ce que l'avenir te réserve. Je suis sûr que ce sera le meilleur. ouais, bah, merci Thomas, trop sympa.